Bonjour à tous, petite vidéo pour en faire un point lecture spécial imaginaire, en espérant que les voitures ne klaxonnent pas trop, puisque avant que je commence ça n'a pas arrêté. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais les gens je les trouve particulièrement violents, surtout au volant, violents et un peu trop rapides. 150 sur la voie rapide, bref. Alors, imaginaire, il y a du bof, presque déçu, au coup de cœur, voilà. Alors je rassure, il y a plus de bons que de mauvais. Enfin mauvais. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va commencer avec justement celui qui m'a posé problème, Un sorcier noir et éternel de Brigide Kéméraire aux éditions Rajo. J'en ai entendu énormément de bien. C'est une réécriture de La Belle et la Bête un peu particulière, puisqu'on suit à Washington Harper qui est témoin d'une tentative d'enlèvement, donc elle va intervenir et c'est elle qui va finir par se retrouver plus ou moins enlevée, enfin enlevée réellement, mais c'était pas elle qui était censée être kidnappée, par Gris, qui est un soldat, le bras droit en fait d'un prince d'un royaume qui se trouve de l'autre côté. Voilà, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles, on se retrouve de l'autre côté. Et sauf que ce prince est victime d'une malédiction qui fait que lorsque cette dernière saison dans laquelle il se trouve sera terminée, il se transformera définitivement en bête s'il ne trouve pas quelqu'un qui lui déclare sa flamme. Qu'il l'aime réellement en tout cas, d'où La Belle et la Bête. En soi ça m'avait l'air chouette quand j'avais lu le résumé, mais j'ai hésité, je savais pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'empêchait de passer l'acte d'achat. Et en même temps je me disais ça a l'air chouette, et c'est ma libraire qui m'a dit franchement je pense que ça va te plaire parce que l'héroïne a une petite particularité, elle a un handicap. Et je me suis dit tiens bon allez on va le faire, on va y aller. Sauf que, alors autant le livre j'ai trouvé très cohérent sur la question sur le fait qu'elle soit enlevée, qu'elle fasse pas confiance au personnage, que ce soit le prince ou que ce soit Grey, donc le prince s'appelle Ren, j'ai oublié de le dire. C'est tout à fait cohérent sa façon de penser, de réagir. Tout est très cohérent en fait, c'est ça le problème. C'est même pas logique que ma réaction, c'est que je me suis dit autant de pages, quasiment 700 pages pour ça. C'est très lent, c'est très long. Je veux bien qu'on creuse la personnalité de chaque personnage parce qu'on n'a pas que le point de vue de Harper, on a aussi le point de vue de Ren. Gris il n'est pas dedans. Je crois qu'il n'y a pas son point de vue, mais on le devine en fait par les réactions des personnages. Grey est d'une fidélité absolue à son prince, c'en est presque flippant. Et autant oui c'est très cohérent, mais t'étais pas obligé de nous faire un pavé pareil pour ça. En fait il n'y a que les 200 dernières pages où vous avez vraiment, on rentre dans le vif du sujet en fait. Tout le reste du temps c'est la relation, les interactions entre les personnages, comment Harper va apprendre à les connaître, qu'est-ce qu'elle va accepter ou pas accepter, sa découverte du royaume dans lequel elle se retrouve, puisqu'il faut bien qu'elle apprenne à le connaître aussi. À vivre d'une manière totalement différente parce que le royaume vit un peu à l'ancienne, donc aussi bien en termes de valeurs, en termes de plein de choses. Et en fait je vous avoue que quand je l'ai fini et que j'ai fermé le livre, moi je mets toujours le livre comme ça. Et j'ai vu une épopée féministe. Je vais être honnête avec vous, le mot féministe à toutes les sauces, ça me gave. Je vois pas ce qu'il y a de féministe là-dedans. Je veux dire, si ça avait été une femme qui est victime de malédiction, qui peut se transformer en bête, et que le monsieur aurait eu un handicap, on n'aurait jamais appelé ça autrement. Enfin, ça n'aurait pas changé grand-chose à l'histoire, honnêtement. Donc non, je suis pas d'accord. Sur le mot féministe, pour le coup, je vois pas du tout ce qu'il y a de féministe. Si on se prend vraiment du recul, en fait, Harper, on pourrait se dire qu'au contraire, elle a un peu ce syndrome de... Enfin, je sais plus si c'est un nom ce syndrome, mais le fait de vouloir toujours aider son prochain, le fait de forcément être la solution au problème, de pouvoir sauver quelqu'un. Sauf que quand quelqu'un ne veut pas être sauvé, on ne peut pas l'aider. Ici, c'est encore plus subtil que ça, mais du coup, je vois pas ce qu'il y a de féministe. C'est même pas du féminisme le fait qu'une jeune femme se batte pour sa vie, pour d'autres vies aussi. Là, moi, ce que je trouve le plus important, limite, c'est le fait qu'elle vive très bien avec son handicap au point que les gens l'oublient. Et c'est ça le plus important dans le livre. Maintenant, j'avoue que j'ai trouvé ça trop long. Arrivé à la moitié, j'en pouvais plus. Je me suis ennuyée. Je l'ai mis de côté, j'ai lu plein d'autres livres.
Et quand je l'ai repris, honnêtement, j'avais pas envie à la base. Mais je me suis dit, finis-le, il te reste pas tant que ça en fait. Ça paraît gros, mais en vrai, enfin, vu la police d'écriture, honnêtement, ça va aller très vite. Et effectivement, la fin est très géniale, mais pas de là, pas au point de vouloir lire la suite. Du coup, j'ai été voir les spoilers, et quand je vois les spoilers, honnêtement, ça me donne pas du tout envie. Ça va pas aller du tout dans une direction qui va me plaire. J'ai même réussi à trouver la fin, enfin l'idée de la fin. Voilà, ça me suffira amplement. Je m'arrête là sur cette saga. J'ai pas, voilà, trop long, trop de longueur. Ensuite, on va aller faire un petit voyage en train avec le Medalla Express de Pierre Domenico Baccalorio et Davide Rossinotto. On va y arriver, aux éditions de l'École des Loisirs. Très beau livre, comme toujours chez l'École des Loisirs, on n'est jamais déçu. À chaque chapitre, ou presque, c'est pas tous, on a des petits graphismes fort intéressants. On a... Non, on a pas, donc on a ça. Et ici, en fait, on suit Finally. J'adore le prénom qu'ils ont trouvé. C'est trop bien. Finally, qui est une orpheline de 10 ans et qui veut devenir à tout prix mécanicienne. À l'heure actuelle, on la... Oh, comment on va dire ça? On la met surtout aux tâches féminines, bien évidemment, qui est le nettoyage. Mais elle veut devenir mécanicienne dans les trains, donc on lui donne un challenge à relever, c'est-à-dire de voler la louche du cuistot du petit restaurant dans la gare, sauf que au lieu de se retrouver avec la louche, elle va se retrouver avec des billets de train pour le Medalla Express. Le Medalla Express est le seul train qui n'est pas géré par la compagnie ferroviaire à l'heure actuelle, et celle sur laquelle veut mettre la main cette fameuse compagnie. Donc Finally au début sait pas trop quoi faire parce qu'elle est en plus analphabète, donc elle va se faire aider pour lire tout ce qu'il y a à lire. Et elle va se retrouver dans ce train, elle va voyager dans ce train qui fait penser à l'Orient Express un peu dans les descriptions, qui a beaucoup de particularités que je vous laisserai découvrir. Et on découvre aussi un autre personnage. Est-ce qu'on en parle en quatrième de cours? Non, mais je trouve qu'il est très important. Disons que c'est un équivalent de Arsène Lupin, mais mineur, qui donne un coup de fouet à ce livre, en plus de Finally, qui a sa personnalité, qui est une battante, qui s'en rend pas compte, qui manque de confiance en elle de par ses origines, surtout de ses origines. Elle a l'impression de faire quelque chose de mal, alors qu'en soi, elle se retrouve avec des billets qui sont pas à elle. À la base, elle n'avait pas l'intention de partir, mais elle se retrouve à partir. Donc elle va le faire. Quant à cet équivalent de Arsène Lupin, lui c'est volontaire, son choix d'être dans le train, il va leur arriver plein de choses. Et j'ai adoré parce que avant de commencer l'histoire, les auteurs ont fait un petit texte pour dire que ce livre, il n'y avait pas d'aventure. Si on cherche une intrigue, etc., il n'y en a pas. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a une intrigue qui a son importance sur tout le long de l'histoire, même si vous la verrez vraiment traitée plus vers la fin, mais tout le long on sent que c'est en arrière-fond en fait, en arrière-plan. Et j'ai adoré ce livre, j'ai adoré les descriptions, parce que la gare c'est l'équivalent de Londres, et vont voyager de par le monde, on sent qu'ils vont passer par la France, sûrement l'Espagne je suppose, d'autres pays, voilà, on va dépasser les différents pays, qui ne portent pas le nom qu'on connaît, mais on les devine. Et c'est des personnages tous plus attachants les uns que les autres. Les voyageurs sont tous plus loufoques les uns que les autres. Loufoques dans le sens élégant du terme, je précise. Ils ont tous une personnalité, quelque chose de fort, qui les distingue les uns des autres. En fait, ce livre est un hymne à la différence et à l'acceptation des gens tels qu'ils sont, sans jugement, enfin, le moins possible en tout cas. J'ai beaucoup aimé l'évolution, si on peut dire ça, l'évolution des personnages, le fait qu'on va au-delà. En fait, on nous présente les personnages avec une étiquette, et tout au long, on va retirer l'étiquette et dire mais avant tout, il y a des êtres humains hyper complexes qui ne se contentent pas juste d'être l'équivalent d'Arsène Lupin, l'orpheline qui est mal dans sa peau, ou que sais-je. Franchement, un très chouette livre. Je me doutais que je l'aimerais, mais à ce point-là, je l'aurais pas imaginé. Il y a une toute petite touche de steampunk pour les amateurs. Il y a une gamine dehors qui a l'air en forme. Il y a une toute petite touche de steampunk, j'ai adoré.
Je peux que vous la recommander et je pense, alors je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, dites-moi, mais il y a un passage dans les toutes dernières pages, le contrôleur dit quelque chose. J'ai dû le relire plusieurs fois parce que je suis pas sûre d'avoir compris et encore aujourd'hui je suis toujours pas sûre d'avoir compris. Alors je pense c'est typiquement ce genre de truc où c'est mon inconscient qui veut pas encore capter. Je pense que c'est ça. Mais c'est pas grave, j'ai adoré, c'était une chouette histoire. J'avoue quand j'avais lu le petit préambule des auteurs disant que c'est juste un voyage en train, rien de plus, rien de moins, j'avais un petit peu peur, mais honnêtement allez-y. Dès le début on est happé. Mention spéciale au maître espion. Je vous laisse découvrir le maître espion, c'est génial, trop génial. Bref, je suis à ça du coup de cœur, je sais pas ce qui m'a manqué, mais j'étais vraiment à fond dedans. Bon, comme vous savez, maintenant je coupe les vidéos en deux. J'espère que la gamine à côté, sa maison juste à côté, qui a un gueule aujourd'hui, mais ça va aller, on va y arriver. Donc, premier coup de cœur que je vous présente dans cette vidéo. Le grand maître de la cultivation démoniaque de Moxiang Tongqiu, à mes souhaits. Le tome 1, ou si vous préférez la version chinoise, pour ceux qui connaissent, Mo Dao Zushi, qui va beaucoup plus vite à dire. Aux éditions MXN Bookmark. Parlons de la beauté du livre déjà. Alors moi je l'ai pris dans cette version-là parce que c'est quand même beaucoup plus beau. Voilà. Et comme ils sont géniaux, sur cet aspect-là des choses en tout cas, dès que je vais tourner, elle va vraiment hurler. Je vais aller la voir, je vais la bâillonner moi. C'est pas bien de dire ça, c'est pas bien, faut pas. On est d'accord, hein, à un moment donné. Et je vais vous montrer ça puisque ça c'est le début du livre. Alors, comment vous présenter ce livre en essayant de ne pas faire trop long? On est dans de la fantaisie chinoise un peu particulière puisque c'est un genre qu'on ne connaît pas en France qui s'appelle le wuxian. Je vais vérifier que c'est bien wuxian parce que j'ai percuté un truc dans la première version de la vidéo et je me suis dit après, j'espère que je me suis pas trompée en fait. Ouais c'est ça, wuxia, à une lettre près, on n'est pas loin. Donc le wuxia c'est en fait une fantaisie dans laquelle on met en avant un anti-héros, donc quelqu'un qui ne correspond pas du tout aux attentes de la société et surtout d'un point de vue politique. Et en même temps on a aussi le danmei par le biais d'une relation homosexuelle. Alors l'anti-héros ici s'appelle Wei Wuxian qui était un grand maître de la cultivation mais qui est passé du côté obscur de la force, on ne sait pas trop pour quelle raison. Donc il a été tué pour protéger tout le monde et ils se sont assurés qu'il ne revienne pas en faisant tous les ans un appel à son âme, et sauf qu'il n'a jamais répondu, donc ils se sont dit c'est bon on est tranquille, tant mieux. Sauf que 13 ans plus tard, un jeune homme va appeler son âme, va donner son âme en échange de la sienne, et sauf que quand Wei va se réveiller, il va pas savoir trop ce qu'il doit faire. Il va juste très vite découvrir que la personne qui lui a donné son corps était victime de maltraitance, était homosexuel et considéré comme fou, et surtout un descendant d'un des grands maîtres, d'un des clans en fait, de cultivation, puisqu'il y a plusieurs clans. Et du coup, il va devoir découvrir ce qu'attendait ce jeune homme de lui, parce que sinon, il va retourner d'où il vient. Alors très vite, il va comprendre qu'il faut le venger, et il va aller voir la famille de ce jeune homme, sauf qu'à ce moment-là, il se passe des choses très étranges dans la ville, et un clan de cultivation se pointe, enfin est présent, déjà présent, et doit... Ah, comment on dit ça? Je sais plus comment il formule ça, mais il le formule très bien, c'est tellement élégant l'écriture en plus, franchement, même au niveau traduction, c'est un bijou. Grosso modo, ils doivent, j'allais dire éradiquer, mais c'est pas le mot, ils doivent, ouais, on va dire éradiquer, c'est pas le terme, mais éradiquer des fantômes, des esprits, ce genre de choses. Et lui, bah, il va se pointer là-dessus en faisant le fou. En fait, il va utiliser la réputation qu'a ce jeune homme pour pouvoir passer entre les mailles des filets, qu'on ne le reconnaisse pas. Manque de peau pour lui, c'est un clan en particulier qui se rend là-bas, qui se trouve là-bas. Et très vite, ils vont faire appel à Lanzan. Et il se dit là, sauf qu'il peut, parce que Lanzan, c'est le seul qui va me reconnaître. Il me connaît par cœur, c'est pas possible. Bon, bien évidemment que les deux vont se retrouver, effectivement, pas tout de suite. Hein. Au fil du temps, ils vont mener différentes enquêtes, se retrouver aux mêmes endroits sans le vouloir. Le hasard fait bien les choses. Et personnalité totalement posée. Donc vous avez Wei Wuxian d'un côté qui est totalement fou, joyeux,
qui respectent pas les règles, qui respectent pas les codes de la société. Et à côté, vous avez Lanzan qui est rigide, il y a des règles qu'il faut respecter, tout, etc. Et ce que j'ai bien aimé dans ce premier tome, c'est qu'au-delà des petites enquêtes il y a aussi le passage entre les deux où Ewozian se souvient de la période où ils ont vécu, enfin pas vécu ensemble, mais où ils ont étudié ensemble, si on peut appeler ça étudier. Je vous laisserai découvrir parce que c'est très drôle en fait. C'est ce que j'ai aimé dans l'écriture de ce livre, c'est que au-delà de l'élégance, de ce côté très raffiné qu'on retrouve aussi dans le drama, si vous voulez tester le drama, vous pourrez. Le drama représente bien l'univers en plus, je trouve. Même s'ils ont changé des choses, évidemment, parce qu'il est question dans ce livre quand même de choses que la société chinoise ne reconnaît pas, ne refuse, censure même. Mais au-delà de ça, honnêtement, l'écriture est d'une beauté absolue. En même temps, la traductrice, j'ai une entière confiance en elle. J'adore son travail en tant qu'autrice, alors en tant que traductrice, je n'avais aucune hésitation. Et je trouve que ce livre est rondement mené. Je sais pas comment vous le décrire, mais vraiment c'est quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. Si vous êtes amateur de fantasy, que vous voulez un truc original, foncez, parce que vous allez avoir de tout. C'est vraiment les cultivateurs. Alors pour expliquer les cultivateurs, si vous avez un équivalent en France, ça n'existe pas en tant que tel, parce que c'est pas de la magie qu'ils font en fait. Ils utilisent l'énergie du yin et du yang, l'énergie du qi. C'est vraiment typiquement chinois pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Ils utilisent du matériel aussi. Alors moi qui fais du yoga, il faut savoir que le yoga et le bouddhisme sur certains aspects sont très proches. Donc moi ça m'a parlé, moi c'était nickel chrome. Le yin et le yang ça va parler à tout le monde, mais quand vous creusez la question du yin et du yang, ça vous parle encore plus. C'est pas la notion du bien et du mal, c'est plus subtil que ça, le yin et le yang. Et je vous rassure, si vous avez peur, il y a des pages à la fin sur un glossaire, sur les terminologies, les personnages, sur tout ça, si vous voulez bien comprendre les choses, parce que le seul petit point où là je pense que vous pouvez vous perdre, c'est les noms des personnages, parce que chaque personnage a un nom de naissance, un nom une fois à l'âge adulte, et un nom, un surnom. Donc quelquefois, enfin moi il y a un moment où je m'étais un peu paumée, mais heureusement il y a les pages à la fin, c'est pas tout le temps, je vous rassure, on se perd pas comme ça, c'est pas gênant du tout. Disons que ça aide vraiment à quelque chose, c'est du détail en vrai. Moi j'ai adoré, je suis fan, au point que normalement je regarde des émissions, j'étais tellement dans les pubs que j'ai pas regardé l'émission, je continuais et arrivé à la fin je voulais me jeter sur le tome 2 qui est dans ma pile à lire. Hein. Mais comme je sais pas quand ils sortent le tome 3, parce qu'il y a 5 tomes normalement, bah du coup je me retiens, voilà, j'adore. Et alors franchement, ma scène préférée, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est quand Lanzan est bourré. C'est la première fois que je lis un personnage quand il est bourré qui est comme ça. Et c'est tellement drôle, surtout Wei-Wuxian, ce que fait Wei-Wuxian à ce moment-là, tellement drôle, mais tellement... Je m'en remettrai pas. Et l'enquête aussi, parce que sous ces airs légers, il y a vraiment un réel fond, il y a une enquête, et on sent qu'il y a un fil rouge entre ces différentes enquêtes, on ne sait pas lequel encore, et ce qui est très frustrant, c'est la fin. Vous savez, ce genre de fin ouverte, on a juste envie de se jeter sur la suite pour comprendre. Voilà. Donc j'avais hésité à le mettre en coup de cœur, j'ai dit, ouais, c'est un bon coup de cœur, ça. Ensuite, et enfin surtout, L'Engrangetant de Neil Pfeiffer aux éditions Hachette. Moi je l'ai précommandé au prix de ma libraire, alors pas la version hardback parce que le prix, et pas seulement parce qu'elle était plus disponible aussi. Mais j'avoue que quand ma libraire m'a dit le prix à la caisse, même elle a eu un temps de pause, et moi-même j'avais... Ouais bon bah, je te l'ai précommandé, c'est tout, je vais le prendre. Mais j'avoue que 19 € quoi. Alors est-ce que ça les vaut? Oui, honnêtement oui. Mais en attendant, je remarque c'est quand même que les grosses maisons d'édition qui ont augmenté le prix du papier. Enfin le prix des livres même, tout court. Je regarde les petites maisons d'édition, en moyenne, ils sont restés dans les mêmes gammes de prix. J'ai dit ça, je dis rien. Donc je trouve pas ça très logique. Je trouverais ça plus logique que ce soit les petites maisons d'édition qui augmentent et pas les grosses. Parce que eux achètent, ils ont franchement pas besoin de pognon. Bref, mis à part ce petit coup de gueule, enfin si on peut dire ça comme ça, sur le livre en lui-même, mais quel bonheur.
Ici on suit en graine une jeune fille qui s'appelle Sophie de la Pointe et qui est horlogère et surtout chronolangue, c'est-à-dire qu'elle est capable de parler aux horloges qui ont une âme. Oui, voilà, vous avez compris déjà ça. Et en fait, comme elle a ce pouvoir-là, qu'elle a repris les rênes de la boutique puisque son père, après le décès de son père, elle va se retrouver face à un prince qui va lui demander si elle peut réparer je crois que c'est un réveil, il me semble que c'est ça. C'est pas marqué, c'est pas grave. Donc je crois que c'est un réveil qu'il va lui demander et au début elle le fait mais elle se rend pas compte que c'est un engrange-temps et c'est lui qui va lui révéler que c'est un engrange-temps. Sauf que les engrange-temps sont interdits pour des raisons qu'on découvre au fil du temps. C'est le cas de le dire. J'en dirai pas plus, je trouve que c'est déjà hyper intéressant. Si vous avez aimé la passe miroir, foncez. Mais alors foncez. Dans l'esprit, je trouve, j'ai ressenti un peu ce petit quelque chose, cette petite magie qu'on avait trouvée dans la passe miroir, à la différence que notre Sophie présente ici est joyeuse, pleine de légèreté, il y a quelque chose de très positif, de très solaire qui se dégage de cette jeune fille, jeune femme. Et j'ai adoré la suivre, j'ai adoré découvrir ce qu'elle rêve, parce que même sous cet air très positif, on sent qu'il y a une peine qu'il a, la perte de son père, mais surtout le fait qu'il n'a pas eu le temps de lui apprendre une chose primordiale dans son métier, et que du coup elle ne se considère pas à la hauteur de son père. On le sent. C'est pas mis en avant, je vous rassure, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'elle s'apitoie pas là-dessus, elle fait son métier, et ça s'arrête là. Jusqu'à ce qu'il y ait ce prince qui débarque et du coup elle se retrouve coincée dans une autre époque. Et là bah, il va se passer plein de choses, je peux pas trop en dire sinon je vais vous spoiler plein de choses. C'était juste génial. Franchement j'ai pas loin de 400 pages je crois, on frôle en tout cas les 400 pages. Ouais, 390 passés, puisqu'on a le début du tome 2. Alors je vous le dis, si vous avez peur des sagas, si vous n'aimez pas ça, je sais qu'il y a de plus en plus de gens, déjà c'est 2 tomes, le tome 2 sort en mars, et si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Maintenant, moi j'ai très envie de creuser la question, parce qu'il y a quelque chose à creuser sur cet univers, par rapport aux horloges, ce qui s'est passé peut-être, ou je sais pas vers quoi on va, j'en sais rien, mais il y a des choses à creuser, forcément. C'est le genre d'univers dans lequel on est bien, qu'on n'a pas envie de quitter, même si l'histoire est finie, on veut y retourner. Je vous jure que c'est vrai, on veut y retourner. Donc là, j'ai lu le début du tome 2 qui est dedans. Honnêtement, pour l'instant, je sais pas vers quoi on va, et tout le long de ce tome 1, je n'ai jamais su vers quoi j'allais. Je n'ai jamais su, même sur le principe du voyage dans le temps qu'on a déjà vu, revu en littérature. Moi, j'en lis pas trop, donc ça va, mais pour ceux qui en ont lu la blinde, croyez-moi, j'avais pas pensé à cette option-là du voyage dans le temps. On va dire ça comme ça. J'ai bien aimé les explications données à un moment donné sur pourquoi l'engrange-temps est interdit. Je dis ça, je dis rien, je vais pas en dire plus. Je vous ai rien dit là, honnêtement. Mais disons qu'il y a des révélations, enfin, je les ai pas vues venir. J'ai trouvé ça hyper original, hyper nouveau. Les références au film Ghibli. Voilà, si vous aimez Ghibli, pareil, allez-y. Je ne peux que vous recommander. Par contre, franchement, pourquoi 223 marches 223, je crois que c'est 223 marches à un moment donné. Je me suis dit, l'autrice, elle est folle. J'essaierai de penser à vous mettre en barre d'infos le lien de sa page Instagram, si vous y êtes, parce qu'elle a mis plein de choses sur la création de son livre et aussi sur ses lectures. Beaucoup moins sur ses lectures, mais il y en a quand même. C'est hyper intéressant, vous allez voir les paysages, les villes qui l'ont inspiré pour créer son univers. Et ça donne envie d'y aller, forcément. Hein. Bref, que dire de plus sans spoiler? Les personnages sont tous intéressants, tous hyper creusés. Très très creusés. Vraiment profondément, ce qui est assez rare en jeunesse, il faut le souligner. Et je rajouterai et je répéterai encore le nombre de surprises que j'ai eues dans ce livre. Juste, je suis soufflée. Donc oui, 19 € ça fait cher, mais là ça les vaut parce que vu le moment que j'ai passé, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre aussi original. Et appel aux éditeurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo, sachez-le, parce que je pense qu'ils n'ont pas encore compris, les éditeurs, mais on veut de l'originalité, on veut pas lire 5000 fois la même histoire. Et en ce moment, il n'y a que les mêmes types d'histoires et pas toujours très, comment dirais-je, sur le contenu, il y a des choses qui posent question, on va dire.
Donc offrez-nous ce genre de livre en fait qui nous sortent un peu de tout ce qu'on voit et s'il vous plaît. De l'originalité, pas 5000 fois la même histoire, on s'en fout. Voilà, surtout. Donc c'est un énorme coup de cœur évidemment. Sur ce, j'espère que vous craquerez pour l'un des 3 livres que j'ai présentés. Après, vous pouvez me donner votre version des faits sur Un sorcier noir éternel. Je suis pas contre l'idée. C'était juste pas fait pour moi, c'est tout, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!